Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés Radios, 130 radios qui sont nos partenaires dans les territoires et avec TV5 Monde. C'est la matinale d'info. Dans un instant, c'est le JT des territoires. À 8h après la météo, eh bien, ce sera Territoire d'info avec l'invité politique. Ce matin, c'est Éric Woerth, le député LR de l'Oise qui est président de la commission des finances à l'Assemblée nationale qui sera en direct sur ce plateau. Enfin, troisième partie de l'émission avec Saveria Rojek sur l'actualité parlementaire. Tout de suite, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve dans un instant. À tout de suite. Bonjour à ceux qui nous retrouvent pour ouvrir ce journal. Nous vous en parlions jeudi dernier dans notre édition spéciale, le grand débat au plus près des territoires. Un peu partout en France s'organise l'acte 2 des conférences citoyennes régionales. La région Occitanie en a profité il y a quelques jours. Anne-Sophie Pellegrini pour Via Occitanie était présente. Regardez son reportage. C'est la deuxième étape du grand débat national. Ici, la salle est plus petite et les participants sont divisés en groupes de 8 autour d'une table. Au total, ils sont une centaine, tous tirés au sort via une liste téléphonique aléatoire. D'abord, j'ai hésité parce que je travaillais cet après-midi et puis je me suis dit, pour une fois qu'on te demande ton avis, autant que tu le donnes. Donner son avis sur les mêmes thématiques abordées lors du grand débat. Ce qui change, c'est qu'ici, l'objectif est d'approfondir ces problématiques et d'établir un diagnostic collectif. J'étais venu parler plus facilement de transition écologique, mais on m'a donné comme thème la citoyenneté, ça m'intéresse aussi beaucoup. Et pour beaucoup, ce rassemblement est une fois de plus l'opportunité d'établir des ponts avec ses compatriotes. D'être confronté aux idées des autres, avec ce qui les motive, c'est justement peut-être devenir un petit peu plus intelligent. On n'est pas d'accord sur les mêmes sujets et on peut partager sur d'autres sujets sur lesquels il y a des désaccords un petit peu partout. À la fin de la journée, les participants élaborent des pistes d'action. Les plus votées d'entre elles parviendront au président de la République. Résultat des 19 consultations citoyennes de France en mai prochain. C'est déjà parti, les élections municipales 2020, ce sera dans un an pile. De nombreux maires ont décidé de raccrocher. Un sondage réalisé à l'occasion du congrès des maires révélait qu'un édile sur 2 ne souhaitait pas se représenter. Et dans certains secteurs, les chiffres sont bien au-delà. Reportage dans le Morbihan de Fanny Coconnier pour TV Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme, notre partenaire. Elle fait partie de ces élus qui ont décidé de s'arrêter. Monique Dagnon, maire de la Vraie-Croix depuis 1995, est passionnée par sa fonction. Mais après des années d'engagement, elle s'apprête à tourner la page dans un an. Pourquoi je pars ? D'abord parce que ça fait 4 mandats, donc à un moment donné, il faut laisser la place aux autres aussi, sinon ça tourne en rond. Et c'est quand même exigeant d'aller en réunion le soir, le week-end et tout ça. Et que je me dis, je veux bien m'investir encore pour la commune, mais pas dans un mandat municipal. Agricultrice de profession, l'édile est aussi vice-présidente de la communauté de communes. Elle passe en moyenne 15 à 20 heures par semaine en mairie. Les clés pour y parvenir, une bonne santé et une bonne organisation. Alors le reste de la vie, moi j'ai un peu oublié aussi de faire des choses pour moi. L'élu voulait déjà arrêter il y a 6 ans, mais n'avait pas senti d'envie dans son équipe de reprendre le flambeau. Cette fois, le contrat avec son équipe était clair, il faut préparer la suite. C'est un peu compliqué quand même de préparer sa suite. Entre nous, on essaie de se répartir les choses pour que l'année prochaine, il y a quelqu'un de l'équipe qui puisse reprendre le flambeau ou en tout cas repartir dans l'équipe. Peu importe qui, dans la mesure où il s'engage à faire avancer les choses, pour moi ça m'ira. Parmi ceux qui encouragent les actifs à se lancer, l'association régionale d'information des collectivités territoriales. Sa mission, elle forme les élus bretons pendant leur mandat. C'est un bel engagement, celui d'élu local. On donne certes du temps, de l'énergie pour son territoire, mais on voit aussi les choses avancer. C'est pas un métier qu'être élu local, c'est une fonction à un moment donné de sa vie. On n'est pas élu pour 4, 5, 6, 8 mandats.
comme certains de nos vieux élus. C'est plus ça aujourd'hui. On peut être élu voire 2 mandats et puis laisser la place et reprendre le cours de sa vie. Une réflexion qui repose la question, maintes fois mise sur la table, du statut de l'élu. Mobilisation contre la pollution, des boulettes de paraffine sur les plages de la Côte d'Opale. Il y a quelques jours, des bénévoles ont organisé un nettoyage sur plus de 3 km² de plage. Et en un après-midi, 1 tonne de paraffine a été ramassée. Plus grave encore, des boulettes de ce dérivé chimique de pétrole, on en retrouve jusque dans la Somme. Plus d'explications avec le reportage de Caroline Fichten pour WEO TV dans le Nord. Ce geste, Catherine l'a répété tout l'après-midi. Pendant plusieurs heures, avec des bénévoles et des guides nature du Platier-d'Oie, elle a ramassé des boulettes de paraffine sur la plage, une pollution apparue en milieu de semaine dernière. C'est quand même un travail un peu particulier, d'autant plus quand la paraffine a été un petit peu recouverte par le sable. Et il y en a vraiment partout. On est citoyen, on habite ici, c'est un peu notre jardin, la mer, et on a envie vraiment d'en faire un endroit de toute sécurité, ce qui n'est pas le cas si il est couvert de paraffine. Sur 3,5 km, en une demi-journée, 1 tonne de paraffine a été ramassée. Ce dérivé chimique du pétrole provient des bateaux qui au large nettoient leurs cuves. C'est très étonnant, mais ces dégazages sont autorisés à partir d'une certaine distance des côtes. En général, la paraffine a plutôt tendance à couler, à se retrouver dans le fond et à se dégrader directement en mer, sauf qu'avec les vents qu'on a eus la semaine dernière, la paraffine s'est échouée sur les plages. Eden 62 organise 1 ou 2 fois par an des opérations de nettoyage de ce type, mais cette fois-ci, la pollution est d'envergure et s'étend sur plus de 100 km de côte, de Ouaplage dans le Pas-de-Calais au Crotoy dans la Somme. Et le ramassage est long, car il doit se faire à la main, la matière est friable. On voit que ces gros blocs qui faisaient 2 kg sont en train de s'émietter en milliers de petites particules qui pourraient facilement être ingérées comme aliment par tout ce qui est oiseaux ou poissons. Sur nos côtes, on a quand même une belle biodiversité. Ce serait quand même dommage qu'ils finissent avec ça dans l'estomac. Ces dérivés chimiques de pétrole arrivés sur les côtes, il faut bien les évacuer tout à un coup. À Fort-Mahon, 8 agents sont mobilisés et il a fallu louer des engins. J'estime que le propriétaire du bateau est totalement fautif et qu'aujourd'hui, c'est lui qui doit indemniser tout ce que ça va nous coûter. Les heures d'ouvriers, les bennes qu'on a louées, les transports qu'on va emmener, les bennes dans les déchetteries, il faut bien que quelqu'un paye. Donc il n'est pas question que ça soit les communes et encore moins les contribuables locaux. On ignore de quel navire provient cette paraffine. Des échantillons sont en cours d'analyse, notamment pour déterminer son degré de dangerosité. On reste dans le Nord, on court dans le Nord vers les emplois. Courir un 100 mètres pour trouver un job, c'est possible. Pour lutter contre le chômage, Pôle emploi et la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France ont signé un partenariat plutôt inédit. Il vise à faire se rencontrer recruteurs et demandeurs d'emploi lors d'activités sportives. C'est un reportage de Sébastien Ambert pour la chaîne WEO TV dans le Nord. L'ambiance pourrait être celle d'un meeting d'athlétisme. Et pourtant ici, il s'agit d'une journée de recrutement. 100 candidats vont faire du sport avec une trentaine de recruteurs, très souvent des responsables de ressources humaines. Et tout commence par une séance d'échauffement. La dame, en t-shirt blanc, travaille pour une entreprise de légumes surgelés. Elle fait des pompes à côté de ce jeune homme en sweatshirt gris qui cherche du travail. Ils ne se sont jamais vus, mais vont apprendre à faire connaissance sur la piste. Et on est tous pareils, on est en basket, en jogging, t-shirt, et voilà, donc il n'y a aucune barrière. On se dit un CV, c'est vraiment dans des cases, donc pourquoi pas là, essayer avec le sport. Ça crée un lien, avant même de rentrer dans son entreprise. Au moins ça lui permet de nous connaître en dehors qu'un simple entretien. Le taux de chômage dans le Pas-de-Calais est de 11%. Et pourtant, chaque année, des milliers d'offres d'emploi ne sont pas pourvues. À cause, peut-être, de méthodes de recrutement dépassées. C'est étonnant. On cherchait depuis longtemps 2 ans. Avec sans diplôme, même avec un diplôme, on galère pour trouver du travail. Donc on fait comme on peut pour chercher. Peut-être ici on trouvera du travail. Ici, le recrutement est donc innovant. Terminer les CV, l'expérience ou les diplômes et les entretiens en costume cravate ou en tailleur, tout ce qui compte désormais est le savoir-être. Aujourd'hui, les compétences, ok, on va les acquérir par le métier qu'on va leur apporter.
Les gens qui viennent nous voir aujourd'hui ne sont pas obligatoirement des gens qui font de la logistique, mais on va leur apprendre, on va les accompagner, mais s'il y a un savoir-être qui tient la route, il n'y a aucun problème. Les candidats comme les recruteurs enchaînent donc les sprints ou les courses de relais. Ça ne se voit pas à l'image, mais pourtant tout le monde s'observe. Et si l'un chute mais se relève, ça devient alors une information capitale. Aujourd'hui, les entreprises ont tellement de difficultés à recruter qu'elles sont prêtes à recruter des personnes qui ont des capacités personnelles, des capacités comportementales. Et ça, on ne le voit pas sur un CV. On ne le voit pas sur le CV. Cette technique de recrutement, inventée par la Ligue d'athlétisme de la région, est unique en France. Après le sport, bien sûr, il y a quelques entretiens classiques, mais à la fin de la journée, la moitié des candidats aura trouvé un emploi. Voilà, dans ce JT, dans un instant, on va retrouver Denis Caro qui est en direct de Nice. Denis Caro, c'est le directeur de la rédaction de Nice Matin qui a réalisé une interview exclusive d'Emmanuel Macron après cette soirée que le président français a passée avec le président chinois à Beaulieu hier soir. Donc on retrouve Denis Caro dans un instant. Tout de suite, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale. Et on commence naturellement, bonjour Saveria, avec cette revue de presse avec Nice Matin et l'interview d'Emmanuel Macron dans Nice Matin donc. Longue interview sur les enjeux politiques et économiques de cette visite du président chinois en France. Enjeux touristiques également, alors que c'est très symbolique puisque cette visite a commencé hier par la Côte d'Azur. Avant un grand dîner d'État ce soir à l'Élysée, la relation entre la France et la Chine est un des éléments de recomposition d'un nouveau multilatéralisme, dit Emmanuel Macron, qui parle également de définir en commun un nouvel ordre international. Interview réalisée par notre confrère Denis Caro. Denis Caro, ça tombe bien, vous êtes en ligne, en direct de Nice Matin. Bonjour Denis. Macron, nous offrons une image positive de la France. C'est la une donc de Nice Matin et de cette interview exclusive. Denis, est-ce que c'est une image positive pour les Niçois et ceux qui habitent Nice et qui ont eu quelques tout petits problèmes, je crois, à l'occasion de cette visite présidentielle chinoise hier? Oui, alors là, c'est un petit peu moins évident parce qu'effectivement, cette journée a été extrêmement compliquée sur la Côte d'Azur qui a connu des embouteillages monstres, des gens bloqués pendant des heures, un dispositif de sécurité et de protection des cortèges du président chinois et d'Emmanuel Macron complètement exorbitant. Alors Emmanuel Macron nous l'explique très, très clairement, c'est nécessaire dans ce type de visite d'État. C'est ce qu'on doit à nos hôtes étrangers. C'est justifié par l'enjeu. Et il remercie les habitants de la Côte d'Azur et il s'excuse d'une certaine manière pour les désagréments qu'a connus la région hier. Denis, est-ce que le président Macron, donc, que vous avez rencontré à l'aéroport hier après donc, ce dîner privé avec le couple chinois, Xi Jinping et sa femme, vous a parlé des discussions de fond qui ont eu lieu entre eux avant cette visite évidemment aujourd'hui à Paris du président chinois? Est-ce que le président français a évoqué cela avec vous? Non, Emmanuel Macron n'a pas souhaité rentrer dans le détail dans la mesure où la rencontre d'hier soir à Beaulieu-sur-Mer était en quelque sorte un amuse-bouche informel avant la visite officielle qui ne démarre que ce matin à Paris. Emmanuel Macron avait été reçu de la même manière à Pékin lors de sa visite il y a quelques mois. Et effectivement, le fond des sujets a sûrement été effleuré hier lors du dîner à la Villa Querios, mais pour le moment, Emmanuel Macron n'a pas souhaité l'évoquer et on imagine que les discussions vont être serrées puisque l'enjeu est important pour la France, pour l'Europe, dans un contexte de rapports économiques compliqués. Juste un mot, le président chinois, dit-on, et vous l'écrivez, aime bien Nice. Il était venu comme maire adjoint, puis comme gouverneur de sa province. Il a été reçu dans un cadre un peu idéal, cette villa à Beaulieu, c'est ça? Oui, c'est un cadre absolument splendide qui symbolise, ainsi que nous l'explique Emmanuel Macron, les racines, nos racines et symbolise l'histoire. L'histoire tout simplement. Le président chinois aime la Côte d'Azur. C'est pour ça qu'il a choisi de passer la nuit au Negresco hier soir. Il est venu, nous le rappelle Emmanuel Macron, 2 fois. Et il y a véritablement un lien très fort
entre la Chine et la Côte d'Azur. On se souvient de la visite d'Hu Jintao en 2010 avec des images qui avaient fait le tour du monde et qui avaient provoqué très rapidement un afflux massif de touristes chinois à Nice et sur la Côte d'Azur. Denis Caro, pour terminer, un mot sur cette militante associative qui a été blessée samedi à Nice. On a des nouvelles de la manière dont elle se remet à l'hôpital? Alors visiblement, son état s'améliore, en tout cas n'inspire plus d'inquiétude. Emmanuel Macron a été très clair dans sa réaction à la question sur la situation de cette militante blessée. Elle n'avait rien à faire dans ce périmètre interdit aux manifestations. Donc il lui souhaite un bon rétablissement, mais aussi peut-être une forme de sagesse, nous dit-il. Et il le dit très, très clairement, quand on est fragile, on ne se rend pas dans des lieux interdits aux manifestations. Merci Denis Caro. Interview exclusive dans Nice Matin d'Emmanuel Macron, donc par vous et vos équipes. Saveria, on continue. Voilà, justement, interview dans laquelle Denis Caro vient d'en parler, dans laquelle Emmanuel Macron revient sur cette manifestante blessée à Nice. Quand on est fragile, on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Il faut avoir un comportement responsable. Le chef d'État qui lui souhaite un prompt rétablissement et une forme de sagesse. À la une du Dauphiné libéré, le Brexit et nous, tout un programme. Toujours une immense incertitude autour du Brexit. Londres a été samedi le théâtre d'une manifestation monstre pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit. Les entrepreneurs de la région, eux, sont inquiets. Droit de douane, formalités administratives. Le retrait aura des conséquences importantes. 30% des entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes sont directement concernées. Et à la une de Paris-Normandie, la face cachée des EHPAD ce matin. Course au profit, manque de personnel, c'est un grand dossier à lire sur les EHPAD à lire aujourd'hui. Un ancien directeur d'EHPAD témoigne des conditions de vie des personnes âgées dans ces établissements où la recherche de rentabilité prend le pas sur le bien-être et la qualité de l'alimentation. Par ailleurs, un rapport sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes sera remis jeudi à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui a promis de passer à l'action avant la fin de l'année. Et puis à lire également Christophe Bouillon, député socialiste de la Seine-Maritime, qui a passé une journée d'immersion dans un EHPAD à Pavilly. Selon lui, on n'échappera pas à la question des moyens humains pour soulager des professionnels soumis à des rythmes de travail effrénés. On termine avec la Voix du Nord et la fin des CRS sauveteurs sur les plages en été. Les maîtres nageurs et les sauveteurs CRS vont-ils abandonner la surveillance des plages en été? Les policiers chargés de surveiller et de sécuriser les plages jugées dangereuses et très fréquentées l'été coûteraient trop cher. C'est la Cour des comptes qui le dit. Depuis 2016 et les attentats qui ont frappé la France, les maîtres nageurs sauveteurs sont dotés d'un sac étanche qui contient un pistolet automatique pour répondre à d'éventuelles attaques terroristes. Chaque année, le nombre de ces policiers, de ces CRS, déployés sur nos côtes diminue, l'inquiétude grandit. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a confirmé le maintien du dispositif pour cette année, pour 2019. Mais les syndicats espèrent que ce ne sera pas qu'une année de sursis comme chaque année. Merci Saveria, à tout à l'heure pour la troisième partie de cette émission, l'actualité parlementaire. Tout de suite, le Club de la Presse. Bonjour Jean-François Beige du Courrier du Parlement, merci d'être là ce matin. Bonjour Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions, merci d'être là également. Cette visite du président chinois, c'est important pour l'image de la France. Allez, ça vaut la peine que toute une région, comme l'a expliqué Denis Caro, soit paralysée pendant plusieurs heures, Guillaume Doyen? Ça vaut incontestablement la peine que la Chine vienne parler avec la France. Deux sujets qui dépassent très largement Nice. Très largement Nice, ben oui, il faut bien bloquer. De toute façon, s'il y a un chef d'État qui vient, on va bloquer. Donc ça c'est absolument sûr, surtout une journée de manif de gilets jaunes. Donc vous avez ma réponse. Les sujets, ils dépassent très largement Nice. Il s'agit quand même d'une entente des échanges économiques entre la France et la Chine, et entre l'Europe et la Chine. Et la Chine, aujourd'hui, elle est en guerre commerciale avec les États-Unis. Donc elle a certainement un grand nombre de questions à poser et à se poser à ses partenaires. Alors, les questions sérieuses commencent aujourd'hui. Jean-François Beige. Qu'est-ce que la Chine espère de la France, au fond? Parce qu'il prend du temps en France. Xi Jinping, il est arrivé hier, il est allé à Monaco d'abord, il a dîné avec le président Macron, il a dormi au Negresco, aujourd'hui il est à l'Élysée, il y a un dîner d'État ce soir. Il nous traite. Oui, mais il y a une relation historique. Ne revenons pas jusqu'au général de Gaulle, au rétablissement des relations. Et puis, il y a aussi le fait
que les Chinois sont de très 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 bons clients et le seront de plus en plus sans doute à la suite de cette visite sur le plan touristique. Il suffit de se promener dans Paris pour voir à quel point notre destination attire malgré les manifestations et les dégradations. Et donc pour les Chinois c'est important aussi d'acquiescer au programme de multilatéralisme dont parle Macron dans l'interview de Nice Matin, parce que il ne faut pas laisser la Russie et les Américains en tête à tête. Et surtout, il ne faut pas non plus un ménage à trois avec l'Europe. Les Chinois, ils tiennent à tout prix à un ordre à 4 au moins, au minimum. Et donc, sur ce plan-là, ils sont d'accord avec la France. Mais c'est vrai que c'est plus tellement le problème de la France, les relations de la Chine et de l'Europe. C'est le problème de l'Europe unie et entière. Alors, dans cette interview donc accordée à Denis Carol, directeur de la rédaction de Nice Matin, Emmanuel Macron revient sur la confirmation d'un hôtel de police à Nice qui est prévu à hauteur de 70 millions d'euros. Et il indique que c'est un format inédit qui regroupera toutes les formes de police municipale et nationale dans un même lieu. On sait bien sûr que Nice a souffert dans sa chair au moment de l'attentat du 14 juillet 2016. C'est tout à fait inédit. On va regrouper, ça m'intéresse, dans l'avis du patron de la Gazette des communes. Là. C'est la première fois. Ces formes de police, au fond. Nice doit avoir une des premières polices municipales de France. Il doit y avoir au moins 300 hommes. Il y a Nice, Lyon, Marseille, des villes comme ça, qui ont des grosses forces de police municipales. Et là, vous allez maintenant... Ils travaillent en commun déjà, ils travaillent déjà beaucoup en commun. Donc maintenant, le symbole est franchi, on va les mettre ensemble. Maintenant, reste à savoir qui deviendra en réalité le patron du dispositif de sécurité. Le policier municipal, il obéit au maire, c'est son employeur, le maire d'ailleurs, c'est la ville. Et le policier national, il obéit à l'État, à son commissaire de police et au préfet. Donc si vous voulez, là maintenant, il va y avoir des questions opérationnelles qui vont se poser de plus en plus. Il y a une deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'ils ne sont pas financés par les mêmes personnes en réalité. Si vous voulez, peut-être que la ville met un peu d'argent de l'argent dans le commissariat, mais les policiers municipaux de Nice sont réputés très bien équipés, comme d'autres polices municipales. Ils ont de bons moyens, des belles voitures, etc. Donc on va voir ce que ça peut donner de les mettre côte à côte. Et finalement, la dernière chose, c'est quand l'État voit arriver une force de police aussi importante, il se dit, mais si la ville finance 300 personnes, est-il encore utile qu'on mette autant de bons hommes sur le terrain, nous ? Il y a de gros enjeux de sécurité qui arrivent, Jean-François Beige, encore. Ce que la tragédie de la promenade des Anglais avait démontré, c'est que les compétences sont quand même mal définies entre l'État, la police municipale, et ça, le préfet, les maires. Autrefois, les maires étaient responsables complètement de la sécurité publique, mais dans les grandes villes, l'État ne veut pas passer la main. Et ça demande, c'est pas un problème de regroupement dans des locaux, ça demande véritablement de nouveaux textes sur les compétences respectives. On a bricolé sur le plan institutionnel ces dernières années, on ne sait plus très bien qui fait quoi. Jean-François Beige, tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, on parlera de votre éditorial dans le Courrier du Parlement qui s'appelle « 2 irremplaçables ». C'est votre titre. Et en fait, les 2 irremplaçables, c'est Emmanuel Macron et le Sénat. On y reviendra tout à l'heure, on en parlera en deuxième partie d'émission. On termine avec cette réforme éditoriale, toujours et encore, Guillaume Doyen, alors c'est dans la Gazette des communes. Et au fond, c'est quoi ? C'est supprimer des étages. On parle d'un prochain conseiller territorial qui siégera à la fois au département et à la région, ça sera le même ? Le conseiller territorial, il revient. Déjà, Sarkozy l'avait sorti de son chapeau, il est mort-né. C'est un élu qui est à la fois un type qui siège, ou une femme qui siège à l'Assemblée départementale et à l'Assemblée régionale. Il a la double casquette. Alors ça permet d'avoir un petit peu moins d'élus, mais ça transforme, pour ceux qui y sont opposés, notamment l'association des maires de France, l'Assemblée des départements de France, les régions de France y sont opposés. Ça crée, si vous voulez, aussi un élu professionnel, puisqu'à partir du moment où il est dans les 2 assemblées, il va à peu près plus faire que ça. C'est plus compliqué pour lui d'avoir une deuxième activité. Ça pose d'autres soucis dans des très grandes régions. Ça éloigne aussi un peu. Maintenant, le siège de la région peut être très éloigné, donc on peut considérer que ça met un peu loin aussi de son département le type qui siège à la région, quoi. Mais cela dit, ça
ressort du chapeau. C'est une renaissance, une résurrection du conseiller territorial. Question, il aura 2 salaires ou pas, le conseiller départemental? En principe, non. Et territorial. Ouais. Oh, il faut un peu l'indemniser quand même. Ah ben oui, mais enfin, un salaire avec un petit supplément. Voilà. Mais l'idée de Nicolas Sarkozy était bonne. Le problème, c'est qu'elle n'est plus viable avec des trop grandes régions. C'est tout. Autrement, c'était une bonne... Et ça avait été bêtement supprimé pour des raisons politiques. Monsieur Hollande ne voulait pas reprendre une réforme de Monsieur Sarkozy. Voilà, c'est dans les pages repérage événements de la Gazette des communes. Le choc de décentralisation va-t-il faire pchit? Merci messieurs, on vous retrouve en deuxième partie de cette émission, après l'interview politique d'Éric Woerth, le député LR de l'Oise, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, qui est sur ce plateau dans quelques minutes. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les départements français d'outre-mer. On regarde ensemble, on se retrouve après. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, avant de retrouver Éric Woerth, qui est notre invité politique dans quelques minutes, on se rend de l'autre côté de l'océan, on se rend aux États-Unis. Vous allez voir ces images de TV5 Monde avec un Donald Trump triomphant, le rapport Mueller qui devait le mettre en cause concernant ses relations avec la Russie a fait pchit. On regarde ensemble, on se retrouve après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Le rapport Mueller devait faire exploser le mandat Trump, mais il semble avoir fait long feu, au plus grand bonheur du locataire de la Maison-Blanche. Il a juste été annoncé qu'il n'y a pas eu de collusion avec la Russie. C'était la chose la plus ridicule que je n'ai jamais entendue. Pas de collusion avec la Russie, pas d'obstruction, rien du tout. C'est une disculpation complète et totale. L'amitié entre Trump et Netanyahou, affichée sur des panneaux publicitaires géants à Jérusalem. C'est même l'un des principaux arguments de campagne du Premier ministre israélien, qui va rendre visite à son grand allié américain à 2 semaines des législatives. Je vais parler avec le président Trump du Golan, de sa déclaration historique, de la Syrie, de la poursuite des pressions sur l'Iran, des sanctions supplémentaires déjà imposées et à venir, ainsi que de la coopération sans précédent en matière de sécurité et de renseignement. Dans le centre du Mali, c'est un scénario morbide qui se répète encore et encore. Cette fois-ci, c'est dans le village d'Ogo-Sagou et dans ses alentours. Des hommes armés, grimés comme des chasseurs traditionnels Dogon, font irruption et massacrent tous les Peuls. Une centaine de personnes vont périr dans la matinée de samedi. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux. Ils sont munis d'armes de guerre, ils ont des grenades, ils ont des gilets paraballes. Ils sont très bien entraînés et formés. Et je sais qu'une milice ethnique dans les conditions normales ne doit pas être capable de tuer de la sorte. Il faut être formé pour tuer, pour pouvoir faire ces actes barbares-là. À la télévision syrienne, la chute du califat autoproclamé de l'État islamique passe totalement inaperçue. À Damas, ce sont les manifestations des Druzes du plateau du Golan qui centralisent toute l'attention. Aucune réaction du régime syrien, ni même de ses médias proches et de l'agence de presse officielle.
Après l'annonce de la perte du dernier sanctuaire de Daesh, vivement célébré par les forces démocratiques syriennes, un responsable du FDS a appelé le régime syrien au dialogue, reconnaître l'autonomie instaurée par les combattants kurdes dans les régions qu'ils contrôlent sur le territoire. Un silence avec un arrière-goût de mépris.